L'origine de la réfrigération remonte aux expériences de Faraday sur la liquéfaction de l'ammoniac au milieu du XIXe siècle. Faraday cherche en fait à descendre plus bas dans l'échelle des températures en liquéfiant de nouveaux gaz. Il atteint moins 130 degrés, puis reste bloqué, car certains des gaz les plus courants ne se liquéfient pas. Il finit par abandonner ce domaine de recherche. Pendant plus de 30 ans, personne ne parvient à descendre au-delà de moins 130 degrés. Et le zéro absolu reste un but inaccessible. Michael Faraday, dans la première moitié du XIXe siècle, avait laissé aux physiciens et aux chimistes une sorte de terre vierge à défricher, ce qu'il appelait les gaz permanents, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, qui semblaient impossibles à liquéfier. C'était comme un no man's land infranchissable. Le défi pour les savants de la fin du 19e était de transformer ces gaz en liquide. Ce n'est qu'en 1873 qu'un physicien hollandais, Van der Waals, parvient à expliquer pourquoi ces gaz ne se liquéfient pas. En estimant la taille des molécules et les forces qui s'exercent entre elles, il montre que pour liquéfier ces gaz en les comprimant, il faudrait les refroidir en dessous d'une température critique. Il a expliqué, du moins en théorie, comment liquéfier ce qu'on appelle les gaz permanents. Mais le défi pratique demeure et devient pour les scientifiques de toute l'Europe une véritable obsession. Cette question des gaz permanents, tout le monde se l'a posée. Il y avait donc pas mal de gens ambitieux en Europe qui essayaient de s'y consacrer. L'un d'entre eux était français, c'était Louis-Paul Cailletet. Il était directeur d'une petite usine de métallurgie à Châtillon-sur-Seine qui fabriquait des chaînes. Cailletet est le premier à liquéfier l'oxygène. Il en fait la démonstration devant d'éminents physiciens à l'École normale à Paris. Désireux d'être reconnu en tant que scientifique, il est ravi d'apprendre qu'il a été nommé pour être élu à l'Académie des sciences. La veille de Noël 1877, Cailletet est arrivé dans cette cour et l'a traversée, pensant vraiment que la séance de l'Académie, au moment où elle parlerait de la physique, allait lui être entièrement consacrée et que ce serait son jour de gloire. En fait, ça s'est passé tout à fait différemment de ce qu'il avait imaginé. Quand on est arrivé à la physique, le représentant à Paris d'une compagnie suisse s'est levé et a dit « Je viens de recevoir un télégramme de M. Raoul Pictet qui annonce qu'il a réussi hier la liquéfaction de l'oxygène. » Surprise de Cailletet qui se trouvait en quelque sorte volé de son succès et était obligé de le partager avec quelqu'un d'autre. À ce moment-là, quand même, pour sauver la situation, le secrétaire de l'Académie a dit « Je demande qu'on ouvre le pli scellé que M. Cailletet a fait déposer la semaine dernière. » Et ce pli racontait que la semaine précédente, Louis-Paul Cailletet, devant ses amis académiciens, avait à l'école normale répété l'expérience qu'il avait déjà réussi à Châtillon-sur-Seine de liquéfier de l'oxygène. Cailletet prend sa place parmi les autres grands académiciens. Après avoir liquéfié l'oxygène, il liquéfie l'azote, atteignant ainsi un nouveau record, moins 196 degrés. Mais descendre plus bas représente un énorme défi scientifique, et il se voit contraint d'y renoncer. À la fin du XIXe siècle,
les grands explorateurs pénètrent de plus en plus profondément dans les régions les plus froides de la Terre, les pôles Nord et Sud. Cette rivalité pour l'exploration des pôles va de pair avec une autre compétition, moins publique, mais tout aussi intense, pour atteindre le point le plus froid de l'univers, le zéro absolu. Un point dépourvu de toute forme d'énergie thermique. Parmi les favoris de cette course au froid figure James Dewar, professeur à la Royal Institution de Londres. En 1891, il donne l'une de ses célèbres conférences publiques du vendredi soir sur les prodiges du froid extrême. Dewar est un scientifique écossais astucieux, très ambitieux, à l'esprit très pratique. Il arrivait vraiment à montrer, tant à ses collègues qu'aux spectateurs payants qui venaient écouter ses conférences brillantes, certains des secrets de la nature. Prenez cette balle en caoutchouc. Elle rebondit parfaitement, vous en conviendrez. Mais voyons ce qui se passe après quelques secondes d'immersion dans l'oxygène liquide. Pour réaliser ses recherches, Dewar invente le vase sous vide qui porte toujours son nom. Maintenant, voyons ce qui va se passer. Le froid a joué un grand rôle dans la vie de James Dewar. Enfant, il fait du patin sur un étang gelé en Écosse. Plus tard, il affirmera que son expérience précoce la plus formatrice résulte d'un accident lié à la pratique de ce sport. Après être passé à travers la glace, Dewar a été secouru, mais une fois ramené chez lui, on a découvert qu'il souffrait de rhumatisme articulaire aigu et il est resté alité 8 mois. Comme ses membres menaçaient de s'atrophier, le menuisier du village l'a fait bricoler pour faire travailler ses membres, en particulier ses mains. Et entre autres, il a fabriqué un violon. Il a acquis ainsi des compétences mécaniques qui lui ont servi plus tard quand il a dû concevoir des machines. « 20 ans après la liquéfaction de l'oxygène et de l'azote, personne n'a réussi à franchir la barrière des moins de 100 degrés. Il faut tout le génie et la ténacité de Dewar pour concevoir un appareil capable de liquéfier le gaz suivant. Seul le dernier des gaz permanents reste à liquéfier, l'hydrogène, aux environs de moins 250 degrés centigrades. Ce sera le plus grand accomplissement de notre temps, un triomphe de la science. Dewar est déterminé à être le premier à gravir ce qu'il appelle le mont Hydrogène. Mais il n'est pas seul. Son rival le plus redoutable est un brillant néerlandais, Heike Kamerlingh-Onnes. Kamerlingh-Onnes était plus jeune que Dewar et il éprouvait un certain respect pour son aîné. Dewar, lui, ne nourrissait pas des sentiments aussi chaleureux envers son rival dans la course au froid. Dewar est conscient que Kamerlingh-Onnes a une nouvelle conception de la science et qu'il projette de construire un laboratoire de dimension industrielle. Quand Onnes a pris la tête du laboratoire de physique de Leyde, il n'avait que 29 ans. Il a prononcé son allocution inaugurale ici, dans la salle de conférence de l'Académie à l'université de Leyde. Tout était dans ce discours. Il expliquait quoi faire dans les années à venir. Il parlait de liquéfier des gaz pour rendre les physiciens hollandais célèbres à l'étranger. Il avait une vision à long terme étonnante.
Le laboratoire de Kamerlingh-Onnes ressemble à une usine. Il engage des fabricants d'instruments, des souffleurs de verre et une armada de jeunes laborantins surnommés les garçons bleus en raison de la couleur de leur blouse. Plus tard, il crée une école de formation technique qui existe encore aujourd'hui. Dewar et Onnes ne peuvent pas être plus différents. Très secret sur ses travaux, Dewar cache au public certaines parties de ses appareils avant ses conférences. Onnes, lui, commente les avancées de son laboratoire dans une revue mensuelle. Si Onnes est la tortue de la fable, Dewar en est le lièvre. Dewar était un brillant expérimentateur, un homme qui pouvait fabriquer lui-même ses instruments et était partisan de la force brute, c'est-à-dire réunir les instruments, mettre l'expérience en place et essayer de toutes ses forces d'obtenir le résultat souhaité. Kamerlingh-Onnes avait une conception très différente des choses. Il a inauguré ce qu'on appelle aujourd'hui la science lourde. Contrairement à Dewar, Onnes pense que des calculs théoriques détaillés sont indispensables avant de se lancer dans des expériences. C'est un disciple et un proche de van der Waals dont la théorie a contribué à résoudre le problème de la liquéfaction des gaz permanents. Si leur approche est différente, Onnes et Dewar utilisent un procédé similaire pour tenter de liquéfier l'hydrogène. Leur idée est de descendre par étapes en utilisant plusieurs gaz en cascade qui se liquéfient à des températures de plus en plus basses. Quand on comprime le premier gaz, puis qu'on le laisse se détendre dans un serpentin plongé dans un réfrigérant, il se liquéfie. Le gaz liquéfié pénètre dans le vase suivant, où il sert de réfrigérant au deuxième gaz. Une fois comprimé et détendu, ce deuxième gaz se liquéfie et tombe à une température encore plus basse. Le deuxième liquide refroidit à son tour le gaz suivant, et ainsi de suite. Étape par étape, les gaz liquéfiés deviennent de plus en plus froids. Chacun permet d'abaisser suffisamment la température du suivant pour que celui-ci se liquéfie. Au final, c'est l'hydrogène qui est refroidi. L'idée étant de le soumettre à une pression énorme, 180 fois supérieure à celle de l'atmosphère, et de le libérer brusquement à travers une valve. L'expérience doit provoquer une énorme chute de température, suffisante pour transformer l'hydrogène gazeux en hydrogène liquide, à moins 252 degrés, soit seulement 21 degrés au-dessus du zéro absolu. Et c'était ça qui était risqué, parce que l'appareil atteignait des températures très basses, ce qui le fragilisait et le rendait facilement cassable. En même temps, les pressions auxquelles il était soumis devenaient extrêmement élevées, d'où un risque d'explosion. Il a pris des risques considérables, aussi bien pour lui-même, par son courage, c'était un lion, que pour son entourage. Tous les instruments avec lesquels il travaillait pouvaient se briser ou exploser, et il n'était pas rare que ça arrive. De nombreuses explosions se produisent dans le laboratoire de Dewar. Plusieurs de ses assistants perdent la vue lorsqu'ils sont atteints par des éclats de verre. Dans son carnet, il notait en détail ce qui se passait dans l'appareil, mais pas ce qui arrivait au laborantin. On a l'impression qu'il accordait plus d'importance à ses appareils qu'à ses assistants. Ses assistants lui étaient fidèles. Ils continuaient de travailler pour lui. Il y a un tableau qui le représente en train de faire une conférence avec deux de ses assistants. L'un avait perdu un œil, mais le peintre le montre tourné de l'autre côté, si bien qu'on ne le remarque pas. Il y avait donc quelque chose entre Dewar et ses assistants pour qu'ils conservent envers lui une loyauté qui serait presque inconcevable aujourd'hui. À Lyde, Onnes est aux prises avec les autorités municipales, si inquiète à la perspective d'une explosion qu'elles ordonnent la fermeture de son laboratoire. Dewar envoie une lettre de protestation.
Mais le laboratoire d'Onnes reste fermé pendant 2 ans. Onnes a dû attendre encore et encore et encore. Dewar commençait déjà à liquéfier l'hydrogène et Onnes possédait les appareils pour le faire aussi, mais il ne pouvait pas s'en servir et a perdu la bataille avant même qu'elle commence. On est en 1898, Dewar tente depuis plus de 20 ans de liquéfier l'hydrogène et il est enfin prêt pour l'assaut final contre le mont Hydrogène. En utilisant de l'oxygène liquide, Dewar amène l'hydrogène gazeux à moins 200 degrés centigrades. Il augmente la pression jusqu'à ce que les vases soient sur le point d'exploser, puis ouvre la dernière valve de la cascade. Peu après, l'embout s'est obstrué. Mais par chance, il s'est débouché et presque immédiatement, des gouttes de liquide se sont mises à tomber et il s'en est rapidement accumulé 20 cm3. Dewar a liquéfié l'hydrogène, le dernier des gaz dits permanents. Pour le prouver, il prend un petit tube d'oxygène liquide et le plonge dans l'hydrogène liquide. Instantanément, l'oxygène liquide gèle et devient solide. À présent, il n'y a plus de doute. Il vient de produire le liquide le plus froid qui existe sur Terre et s'est approché plus près du zéro absolu que quiconque avant lui. Il s'est dit qu'il avait accompli le plus grand exploit scientifique du monde, qu'il serait acclamé et recevrait tous les prix existants. Ça n'a pas été le cas. Pour Dewar, c'était l'ambition de l'alpiniste. Vous venez de faire l'ascension du plus haut pic qu'on puisse voir aux alentours, et en arrivant au sommet, vous voyez une autre montagne encore plus haute, juste derrière.